passer de l'Ancien Régime aux bourgeois rentiers post-Révolution française. Alors, si on prend l'Ancien Régime, donc l'époque pré-Révolution française, en France notamment, ce qui déterminait la valeur, ce qui déterminait la richesse d'un individu, sa puissance économique, c'était le fait d'aller posséder des terres, principalement. Donc posséder des terres et aussi posséder des titres, et posséder des titres et des terres qui donnaient lieu à une rente. Donc tu détenais, je dirais, des obligations perpétuelles, donc en fait des titres qui disaient que l'État, la couronne, devait te verser tous les mois ou tous les ans, à toi et à tes futurs héritiers, une rente annuelle. Des terres que tu possédais t'apportaient également une rente. Donc c'est une logique de on possède des choses, il n'y a pas grand-chose il n'y a pas de bouleversement politique, et ces choses m'apportent donc du revenu qu'on qualifierait aujourd'hui certains de revenus passifs, quelque part, du revenu passif. Les aristocrates, ceux qui étaient riches dans cette période, vivaient donc, enfin, extraient leur rente de l'agriculture, principalement. C'est un capital qui transmet de génération en génération. Donc voilà, c'est je détiens des terrains, estate en anglais. Voilà. Si vous voulez un bon exemple, si vous prenez Orgueil et Préjugés, qui était une nouvelle avant d'être un roman avant d'être un film, on a les deux personnages, donc un peu les deux têtes de gland là, Monsieur Darcy et Monsieur Bingley, qui avaient, bah voilà, donc quand ils sont introduits, bah, c'est Monsieur Bingley, ah mais il a une rente annuelle, machin. Quelque part, la net worth à cette époque-là, c'était ah attends, le petit-fils machin, et lui il a une rente de temps, Et finalement ton rang économique, c'est ta rente. Précisons néanmoins que dans la période de l'Ancien Régime, l'économique n'a pas un poids prépondérant. C'est finalement ce qui fait ta puissance, ton pouvoir, ta place dans la société, c'est pas uniquement tes rentes. Tes rentes, c'est important évidemment, c'est ce qui fait que tu peux, je dirais, participer au luxe de la classe de loisirs, pour paraphraser Veblen. Veblen, c'est le premier mec qui s'est vraiment interrogé sur le luxe d'un point de vue économique. Et donc il parle de la classe de loisirs, c'est finalement cette noblesse dont le statut social ultime, c'est de rien foutre. Travailler, c'est un truc de gueux. C'est un truc du tiers état, oui, c'est des gueux qui travaillent. Le bourgeois qui travaille et qui monte un business, ça reste un gueux, d'accord? Donc la classe de loisirs, en fait, elle ne fout rien, et son statut social dépend précisément du fait de rien foutre. Donc tu fous rien et tu touches tes 10 000 pounds, enfin livres sterling de rente, et c'est ça. Et le pouvoir, la place dans la société n'était pas uniquement déterminé par l'argent, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'argent est très important. À l'époque, ça a été moins. Disons, un titre de noblesse, une place à la cour. Bon, je pense qu'on a tous connu ça dans les programmes on a tous vu ça dans les programmes d'histoire, en mode, voilà, la place, citer le mec à la cour du roi, qui a le droit de participer bah, le roi s'est levé, il allait poser une pêche, et tu as le droit d'être présent là, c'est très important, quoi. C'est un truc réel à l'époque. Donc l'argent, être proche du roi quand il pose une pêche, était peut-être plus important qu'avoir une rente importante. Néanmoins, désolé pour la répétition du mot important, néanmoins, notre cours ici, il porte sur l'argent. Donc l'argent, avant, je dirais que les bourgeois mettent une branlée mémorable à l'aristocratie et au clergé, c'était des rentes. Hem, au, au tournant finalement, autour de 1800, enfin près-1800, post-1800, on a les révolutions, révolution américaine, puis révolution française, comme vous savez bien. On a de nouvelles institutions. Je rappelle une notion primordiale, une institution, je sais qu'un cours sur deux, je rappelle ce truc, OK? Désolé, c'est un focus monomaniaque. Une institution en économie, c'est un ensemble de règles formelles ou informelles qui structurent l'interaction entre les individus. Donc ce qu'on fait, c'est la bourgeoisie, avec l'aide de la franc-maçonnerie d'ailleurs, mais passons. C'est un peu complotiste, mais peut-être pas tant que ça, et à la limite, c'est OK. Ça s'appelle des rapports de force, ça s'appelle la vraie vie. En France, vont dessouder le roi, le clergé, la noblesse. L'État va privatiser, enfin pardon, va nationaliser, quelque part nationaliser par la force, hein, donc n'était pas dédommagé. On nationalise par la force les biens, bah, du clergé et de la noblesse, et l'État après il doit financer des guerres contre tout le monde. Parce que quand quand on fait la révolution en France, il y a toutes les monarchies voisines qui font: «Non, non, non, mec, ça on laisse pas passer, donc on va attaquer la France». Très bien. Donc la France doit mener des guerres, les guerres c'est très cher. Donc pour financer ces guerres, qu'est-ce que fait l'État? Eh bien l'État va vendre ses biens qu'il a saisis. Qui peut les acheter? Alors le clergé, ils sont out. Les nobles, ils sont out. Il y a ceux qui sont partis, ceux qui sont restés, qui sont fait exproprier, ceux qui sont fait décapiter. Donc c'est pas les nobles qui vont acheter. Qui va acheter les châteaux? Qui va acheter les propriétés? Les bourgeois. Les bourgeois qui, sous l'Ancien Régime, avaient commencé à monter des business, avaient commencé à travailler, et qui étaient dans une situation où le roi, sur un claquement de doigts, pouvait les exproprier, pouvait les jeter en prison, pouvait saisir leurs biens, pouvait juste ne pas payer les factures s'il le souhaitait. Le roi ou des nobles proches du roi. Donc on a quelque part une révolution bourgeoise où
on prend le pouvoir, on saisit les biens du clergé de la noblesse, il faut financer les guerres, donc il faut bien vendre ces biens. Qui sont les seules personnes qui peuvent les acheter? Eh bien, les bourgeois. Les bourgeois achètent tout. Une fois que les bourgeois ont tout acheté, déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété privée est inviolable. La propriété privée est une institution. C'est une règle qui structure l'interaction entre les individus. Donc, d'abord, on exproprie les mecs, et après, on garantit la propriété privée. Autant, on n'est pas fou, hein. On fait les choses proprement. Voilà. Donc, on a l'introduction de nouvelles institutions, et fondamentalement, maintenant, on entre dans l'ère industrielle, ok. Et l'ère industrielle, c'est un package. C'est le principe de l'usine, donc on va rassembler des humains qui vont devenir des salariés. C'est le principe du salariat, concept qui n'existait pas vraiment avant. Avant, tu étais un paysan sur des terres, tu étais un serf, tu exécutais une partie de ta récolte, était accaparée par un noble, clergé et le roi. Voilà, le concept de je vais vendre ma force de travail dans une usine, dans un centre urbain, est nouveau. Donc exode démographique, ok, exode rural, donc les gens quittent les campagnes pour aller dans les grandes villes. Dans les villes, ils vont travailler dans les usines. Qui dit usine, c'est cher de créer une usine. Donc, pour créer une usine, il faut rassembler beaucoup de capitaux. Donc il faut trouver différentes personnes qui veulent s'associer. Donc il faut créer des sociétés par action. Donc on va avoir les évolutions juridiques qui à nouveau sont les institutions, pour créer des sociétés par action progressivement, France, Grande-Bretagne, enfin d'abord Grande-Bretagne, France, etc. On a aussi à cette époque-là, même si ça commence un petit peu avant, les premières lois sur une brevet, propriété intellectuelle. Donc on a des sociétés par action. Les sociétés par action, peut-être qu'elles ont besoin de financement. Pour se financer, il faut donc des banques. On vit l'apparition des premières banques modernes, des systèmes bancaires hiérarchisés, avec des banques d'affaires, des banques de dépôt, banques commerciales, les banques centrales. La Banque de France, c'est 1800, Napoléon. La Banque d'Angleterre est un peu plus vieille, et une des premières banques centrales au monde, je crois que c'est la Banque de Suède, la Risk, je sais pas trop quoi, Bank, un truc comme ça, un truc imprononçable, ok. Je parle pas suédois, c'est comme ça. Donc là, on a donc l'évolution. Qui dit société par action dit des actions, qui dit des actions dit un marché pour les actions. Un marché pour les actions, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la bourse. Donc on a le développement des bourses, on a le développement finalement du marché des bonds, donc des obligations, obligations d'entreprise, mais aussi obligations d'État. Donc là, on a tout un développement financier. Et dans ce nouveau développement financier, il y a donc de nouveaux riches. Et ces riches, ce sont ceux qu'on va appeler les rentiers. Balzac, dans les bouquins de Balzac, on a souvent la figure du rentier. On va souvent décrire une personne qui va avoir des rentes. Et ces rentes, ça va provenir de bons d'État, d'immobilier, des obligations d'entreprise, et peut-être des actions qui versent des dividendes. Donc on se rapproche finalement de cette figure du rentier qu'on connaît aujourd'hui, avec des instruments financiers qui sont ceux qu'on connaît également aujourd'hui, qui sont apparus à cette époque-là. Donc il faut comprendre qu'il y a une révolution institutionnelle, une révolution politique, une révolution finalement du marché du travail, une révolution financière, une révolution monétaire. Tout ça, ça apparu au même moment. C'est un package. Et c'est logique, parce que tu veux faire une usine, c'est très cher. Donc avant, tu avais un petit atelier à la campagne. Bon, ok, tu n'as pas besoin de beaucoup de capitaux. Maintenant, tu as une usine avec 5000 mecs qui bossent, et de la sidérurgie, il faut beaucoup de capitaux. Tu ne pas. Tu n'as pas ça en fonds propres. Donc tu as besoin d'aller te financer. Et donc, tu as l'apparition d'intermédiaires financiers, à savoir les banques, principalement. Ok, donc ça, c'est finalement le 19e siècle, où on voit vraiment ça. Le 10e siècle est un siècle où on a un système d'étalons or. Je ne rentre pas forcément dans les détails, sinon ça serait un cours qui serait très long. Donc, grosso modo, je simplifie très grossièrement, on va avoir des systèmes de parité or. Donc, en fait, pour un billet de banque en circulation, on va avoir une once d'or au coffre-fort d'une banque commerciale ou d'une banque centrale. Je simplifie grossièrement. Si les enjeux d'ailleurs d'histoire monétaire et financière vous passionnent, c'est très intéressant en fait. D'ailleurs, ça fait penser à l'époque, ça remonte, hein, j'avais écrit ce bouquin, L'essentiel de l'histoire économique. J'ai partagé sur mon Telegram le PDF, et il y a un chapitre entier dedans. Il faut que je republie ce bouquin, il est plus disponible malheureusement. Il y a un chapitre entier sur l'histoire de la banque, l'histoire de la finance, l'histoire de la monnaie et l'histoire des systèmes monétaires internationaux. L'essentiel de l'histoire économique, par votre serviteur. Alors, donc on est sur une relative stabilité monétaire. Je dis relative à mesure où c'est qu'une période avec des inflations et des déflations particulières. Voilà, donc on est, pour simplifier, dans un système d'étalons or, où on n'est pas dans une situation où le gouvernement peut imprimer de l'argent de manière illimitée quand il veut, et donc nuire à tous les gens qui détiennent des actifs financiers, parce que, enfin, tous les gens qui détiennent pardon, des rentes, excusez-moi, pas d'actifs financiers, des rentes, c'est pas la même chose. La figure, ça va être fondamentalement, enfin oui, enfin la figure, pardon, les statistiques, je vais sortir quelques statistiques. À la moitié du siècle, si on prend le mec médian dans le top 1%, à sa mort, il va céder 35 ans de revenus moyens, ce qui est bien.
on atteint 40 ans et bon bref, investissez 5 grosso modo, tu pas besoin de bosser. Pour faire simple. Donc à la fin de ce siècle, à la fin du 19e siècle, on a la figure du bourgeois rentier. Hem, donc on est aussi donc au lieu que ce soit le noble qui a, je dirais, ses rentes, c'est finalement le bourgeois maintenant qui a ses rentes. On a remplacé le bourgeois par des rentes. Le noble, ça venait finalement de la propriété terrienne et de rentes royales, de titres, je dirais, liés au roi. Là, ce sont des titres commerciaux, ce sont des obligations, ce sont des actions, ce sont des dividendes, ce sont de l'immobilier. Donc il y a une innovation, il y a une mutation finalement dans les instruments financiers. Il y a aussi un changement, parce que ce sont maintenant les bourgeois qui sont au pouvoir et plus les nobles, pas des pays. C'est moins vrai évidemment en Grande-Bretagne, où il n'y a pas eu une vraie révolution, donc il y a toujours des nobles. Il y a une famille aujourd'hui qui est une des familles les plus riches, j'ai plus leur nom en tête, dans le de Grande-Bretagne, parce qu'ils détiennent finalement une grande partie de Londres. Et donc tous les 100 ans, tous les 50 ans, il faut filer une rente au mec, grosso modo, pour garder son immeuble sur sa rente, quoi.